Comment concilier réindustrialisation et transition énergétique? La question, vous le savez, est au cœur de l'actualité économique et énergétique. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais parfois c'est mieux en le disant. Réindustrialiser, créer des emplois, c'est gagner en souveraineté, c'est gagner en compétitivité. On le dit depuis ce matin, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe. Transitionner, c'est répondre à l'urgence climatique, mais aussi réduire nos dépendances aux énergies fossiles, aux importations massives de technologies également. Deux dynamiques donc qui semblent aller de pair en apparence, mais qui soulèvent à y regarder d'un petit peu plus près des tensions bien réelles. Peut-on vraiment relocaliser la production des technologies renouvelables? Comment articuler renouvelables et politique industrielle pour structurer une des filières nationales solides? Et quels sont enfin, parce qu'on va essayer d'être pragmatique et concret à l'occasion de cette table ronde, les outils à disposition pour réduire nos dépendances aux importations dans un monde où les chaînes de valeur sont globalisées? Pour explorer toutes ces questions, 5 intervenants de tout premier plan aux visions précieuses et complémentaires vont venir me rejoindre sur scène et je sais qu'ils sont arrivés. Je vous les présente comme tout à l'heure, de manière un peu plus complète une fois qu'ils sont sur scène. Merci déjà donc de me faire confiance et de réserver bon accueil à Emmanuel Vargon, Emeline Spire, Olivier Jouny, Sandrine Meunier et Régis Castagnier, s'il vous plaît. Bonjour mesdames, messieurs, installez-vous. Alors, il y a un petit jeu de chaises musicales, on se salue, c'est très convivial le colloque annuel du CERF, vous vous en rendez compte? Oui, bah, ça nous change, hein, bon. Voilà, on est d'accord, on est en phase. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation des organisateurs à prendre la parole à l'occasion de ce 26e colloque annuel. Quelques éléments de présentation. Allez, on va faire le tour de table. À mes côtés, Emeline Spire, directrice Europe d'Agora Energiewende. Vous apporterez, Emeline, et merci d'être là, une vision comparative et analytique sur le thème de notre table ronde, nourrie par l'expérience d'Agora, qui est un groupe de réflexion basée en Allemagne, mais à envergure européenne et très largement reconnue. Tout là-bas, c'est Régis Castagnier, directeur général d'Equinix et administrateur de France Data Center. Merci d'être avec nous également, Régis. Vous porterez au cours du débat la voix d'une filière consommatrice majeure d'électricité décarbonée. C'est évidemment le numérique. Plus près de moi, Sandrine Meunier, directrice générale de Natran. C'est pour que vous restiez concentrés. Je vais une fois là-bas, une fois ici, c'est bien. Sandrine Meunier, donc directrice générale de Natran, ex-GRT Gaz. C'est tout nouveau, ce changement de nom. C'est bien de se le mettre dans l'oreille. C'est le RTE du gaz, d'une certaine manière. Voilà, le leader européen du transport du gaz à haute pression. Et vous viendrez dans quelques instants défendre la place des gaz renouvelables et des infrastructures hydrogène et CO2 indispensable à l'industrie. Olivier Jouny au centre, senior vice-président renouvelable chez Total Énergie, nous partagera le regard d'un énergéticien de classe mondiale, notamment sur la capacité de l'Europe à développer des filières industrielles compétitives. On va essentiellement parler d'éolien et de solaire avec vous. Et pour compléter le tour de table, Emmanuel Vargon nous fait aussi le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Vous êtes désormais la présidente de la CRE, la fameuse commission de régulation de l'énergie, et vous nous éclairerez sur le rôle du régulateur et sur les conditions de faisabilité de nos ambitions, parce que de temps en temps, il faut effectivement retomber les pieds sur terre. Voilà pour ce tour de présentation. Je vous propose de prendre la main sur cette table ronde et d'ouvrir. Emeline Spire, je l'ai dit, vous représentez un groupe de réflexion européen, donc une question comme ça, en apparence facile à poser, mais à la réponse forcément complexe, voire paradoxale. Je sais que ça vous tente bien. Donc réindustrialisation et transition énergétique compatibles ou contradictoires. Vous n'avez pas 4 heures, mais vous avez au moins quelques minutes pour poser des éléments sur lesquels je ferai ensuite réagir les autres intervenants.
D'accord, merci Oui. Nathalie, bonjour à tous. Donc défi relevé. Allez, on y va. Alors, je pense qu'il faut cadrer cette question dans un trilemme stratégique qui se pose à l'Union européenne. Donc on a 3 objectifs, 3 impératifs entre lesquels il faut naviguer. L'impératif numéro 1, c'est d'accomplir une transition énergétique la plus rapide et la plus abordable possible. Et par transition énergétique, j'entends donc principalement, pas seulement, mais largement électricité décarbonée et électrification massive des usages. Ça, c'est de plus en plus clair pour des raisons d'efficacité, pour des raisons géopolitiques évidentes et pour des raisons économiques. Car contrairement à ce qu'on a pu entendre ce matin, les solutions électriques sont meilleur marché sur le cycle de vie. Il faut réaliser cette transition le plus vite possible. Et là-dedans, le nerf de la guerre, donc le nerf de la guerre d'une économie compétitive à moyen terme, c'est une électricité décarbonée abondante et bon marché. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, la résilience, l'autonomie industrielle et le souhait de prendre quelque part notre part dans la production des technologies de demain, des technologies propres. Et donc, ça veut dire, on parle beaucoup d'éolien et du solaire, mais c'est aussi les électrolyseurs, les pompes à chaleur, les batteries. Dans un contexte où évidemment la Chine est extrêmement compétitive sur une grande partie de ces technologies et sur en général toute la chaîne de valeur, et dans un contexte où le déficit de compétitivité il est en général structurel et en coût d'exploitation. Et puis le troisième impératif, c'est la responsabilité budgétaire, étant donné la situation qu'on connaît bien, et les priorités concurrentes de dépenses publiques, que ce soit le déploiement de la transition énergétique elle-même ou évidemment la défense ou d'autres sujets. Et donc là, on voit bien le trilemme, parce que si à un moment on veut maintenir ou développer la production de technologies propres en Europe à un niveau qui est supérieur à celui du marché, ça veut dire de 2 choses l'une en fait. Soit on travaille avec des tarifs, des restrictions à l'importation, des exigences de contenu local, et in fine c'est payé par le consommateur, soit on travaille avec des subventions, on travaille avec les marchés publics, et c'est payé, ça pèse sur le budget de l'État. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de politique industrielle, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il faut que cette politique industrielle, elle fasse des choix stratégiques et qu'elle soit sélective. Ça veut dire qu'il faut potentiellement regarder les filières qui ont le plus de chances, qui ont des avantages compétitifs, qui ont le plus de chances d'avoir une compétitivité de long terme sans soutien. J'aime bien l'exemple des pompes à chaleur, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, du marché des pompes à chaleur. Ou alors, se concentrer sur les éléments de la chaîne de valeur où il y a des dépendances qui peuvent être critiques. Mais là encore, il faut nuancer. Les dépendances nouvelles ne sont pas les dépendances aux énergies fossiles. On ne peut pas éteindre le soleil. Dans une économie fossile, quand les importations d'énergie fossile s'arrêtent, l'économie s'arrête. Dans une société, disons, plus électrotechnique, c'est seulement, entre guillemets, la croissance qui s'arrête. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est une dépendance du second ordre. Il y a évidemment des exceptions, mais c'est principalement, ça a été mentionné ce matin, tout ce qui est technologie électronique de puissance pour contrôler les systèmes énergétiques, où là, évidemment, il faut être extrêmement vigilant. Mais ensuite, c'est plus nuancé, et une politique de résilience s'appuie sur plusieurs piliers. Il y a en partie la relocalisation, effectivement, mais il y a aussi la diversification des partenaires, soit pour l'importation, soit pour l'investissement, des investissements que pourraient faire des leaders technologiques sur le sol européen. Et puis, troisième pilier, la circularité, qui va être quelque chose de très important, notamment pour les batteries. Vous appuyez votre propos, Emmeline, sur plusieurs études qui ont été conduites récemment par Agora Energiewende, dont certaines qui ont eu beaucoup d'impact à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'elles mettaient le doigt là où ça fait mal. Alors, je pense que l'étude à laquelle vous faites référence, c'est notre étude de l'année dernière sur l'électrification de la chaleur industrielle. Entre autres, oui. Où en fait on a montré finalement... Donc, l'industrie, c'est 20% des émissions de l'Union européenne, et dans ces 20%, les 3/4 en fait, des émissions de l'industrie sont... on brûle des énergies fossiles pour produire de la chaleur. Donc on parle souvent des secteurs hard to abate, l'acier, le ciment, la chimie, mais il y a tout le easy to abate,
c'est-à-dire l'électrification de la chaleur industrielle. Et en fait, on a démontré que 60% de cette chaleur industrielle pouvait être électrifiée avec des technologies qui sont disponibles de manière très large aujourd'hui, et en fait 90% dans les 10 prochaines années. Donc voilà. Ça ouvre de nouvelles perspectives. C'est typiquement une stratégie no regret en termes de politique publique. Question à la cantonade pour nos 4 autres intervenants et en mode pitch. Je vous propose de synthétiser le propos que vous tiendrez dans le cadre de notre échange et qu'on aura l'opportunité de développer plus tard, à partir de l'analyse de situation que vient de dresser Emeline. Comment est-ce que chacun d'entre vous, en ses titres et qualités et responsabilités, rentre dans le débat? Quelles sont vos clés d'arbitrage pour aller du côté compatibilité ou concurrence entre transition et réindustrialisation? Comment vous vous situez sur le curseur? Je vois Régis s'emparer du micro et donc je lui donne la main. J'ai cru comprendre que c'était mon tour. C'est ça, tel que c'était prévu. Donc, peut-être juste en introduction, je pense que assez peu d'entre vous connaissent le nom d'Equinix. C'est le leader mondial des data centers, ce qui veut donc dire qu'à chaque usage digital que vous pouvez avoir, vous allez passer par ce type d'infrastructure. Et en fin de compte... Et France Data Center? Et France Data Center, tout à fait, j'en suis administrateur. C'est la filière qui regroupe l'ensemble des, grosso modo, 250 data centers qu'il y a en France. Et toute cette filière industrielle qui est le monde du data center. Alors, réaction au propos d'Emeline, comment vous rentrez dans ce débat en bref et après on développera? Alors, en bref, quand on est un industriel comme l'industriel du data center, on héberge en fin de compte le digital du monde entier et donc la valeur digitale de chacune des entreprises est dans nos infrastructures. Equinix en France, c'est 94% du CAC 40, c'est 12% du PIB français qui est hébergé dans nos infrastructures. Et ce qu'on leur doit, entre autres choses, c'est un hébergement qui est basé sur l'énergie, puisqu'on leur doit cette alimentation énergétique permanente de nos data centers. Et donc, quelque part, on a, c'est mon premier poste de dépense, dans mon PNL de data center, c'est mon premier poste. Et donc, j'ai une vraie responsabilité, ne serait-ce que pour la profitabilité de mon entreprise, de faire descendre au maximum les coûts qui sont engendrés par cette consommation électrique, mais de la faire d'une manière qui est responsable. Pourquoi? Parce que l'ensemble de mes clients, et de plus en plus, ont besoin de garanties quant à la bonne utilisation de cette énergie et la provenance de cette énergie. Donc c'est là où je me retrouvais plutôt bien dans ce débat, puisque je représente en tout cas un type d'industrie, on mettra 4.0, enfin peu importe le type d'industrie, mais en tout cas une industrie du futur qui est extrêmement consommateur d'énergie, mais qui en même temps a cette très forte volonté de le faire de manière raisonnable et responsable. Et j'expliquerai peut-être après pourquoi. Voilà, et vous nous direz tout à l'heure que vous étiez plutôt optimiste sur la trajectoire de la France il y a quelques mois et que votre position a peut-être un peu évolué. Ça m'intéresse de vous entendre aussi là-dessus tout à l'heure, Régis. Je vous propose, Madame la Présidente de la Creux, de conclure le tour de table, si vous êtes OK avec ça. Le rôle du régulateur tout de même, c'est important. Peut-être entendre Olivier Jouny là-dessus s'il le souhaite. Oui. Quel regard vous portez sur ce débat et comment vous vous y inscrivez en tant qu'acteur mondial? Quelqu'un ce matin disait la mondialisation heureuse, c'est terminé. Donc j'ai envie de savoir si vous êtes sur cette longueur d'onde-là aussi. Bonjour à tous. Non, pour rebondir sur ce qu'a dit Emeline, moi, je pense qu'il est important dans la partie production d'énergie renouvelable, ce qui est Total Énergie aujourd'hui, l'enjeu c'est la compétitivité, avec une équation qui est compliquée à résoudre, qui est le couple compétitivité-dépendance. Et juste pour vous donner quelques chiffres, parce que je pense que c'est un éclairage intéressant, quand vous regardez aujourd'hui une ferme solaire ou une ferme éolienne, la part de l'équipement sur une ferme solaire, c'est à peu près 1/3 du coût d'une ferme solaire. C'est principalement les panneaux et l'onduleur, pour faire simple. Si vous prenez une ferme éolienne, c'est à peu près 2/3. Le coût de l'équipement, c'est principalement le coût de la turbine. Donc c'est un poids non négligeable dans le prix de l'énergie que va pouvoir proposer le producteur s'il veut être rentable. De l'autre côté, vous avez un consommateur qui est un industriel, qui lui a besoin, ça a été dit, d'une énergie qui est à la fois décarbonée, qui est disponible, on pourra revenir sur le mot disponible, parce que disponibilité renouvelable, c'est aussi une équation complexe, et qui doit être compétitive.
Et donc, une fois qu'on a dit ça, c'est difficile effectivement d'ignorer la Chine. C'est quand même l'atelier des renouvelables dans le monde. Aujourd'hui, 50% des capacités installées dans le monde chaque année, elles se font en Chine, avec une production d'équipements qui est supérieure à ce dont ils ont besoin pour leur marché domestique. Donc si on prend juste les deux filières, le solaire, aujourd'hui, les Chinois maîtrisent 80% de la chaîne du solaire. Ils maîtrisent le polysilicium, les plaquettes, les modules, les cellules. Même sur les cellules, ils sont à plus de 90%. Et ils le font quand on compare avec ce qu'on peut faire en Europe. En Europe, vous êtes à minima 30 à 50% plus cher sur le coût de fabrication. Donc 90% des panneaux en Europe viennent de Chine et il y a à peine 5% qui est fabriqué localement. Donc ça s'est complètement commoditisé sur la partie panneaux solaires. Si vous prenez les onduleurs, 65% viennent de Chine, pareil, avec 30 à 50% moins cher que ce qu'on peut faire sur de la production européenne. La situation est un peu différente sur l'éolien, qui est encore un secteur un peu préservé. Quand vous regardez les éoliennes, vous avez pour le coup une filière européenne, des Vestas, des Nordex, des Siemens, des noms d'ailleurs que vous ne connaissez pas beaucoup, de noms de fournisseurs sur les panneaux ou les onduleurs, parce que c'est principalement des noms chinois. Et pour le coup, en termes de fourniture d'éoliennes, ça n'a pas encore beaucoup pénétré. Les Chinois n'ont pas réussi à craquer le marché européen, puisque c'est à peine 1% des éoliennes qui sont installées qui sont chinoises, contre 7% dans le reste du monde hors Chine. En revanche, si vous remontez en amont toute la supply chain, vous vous rendez compte qu'en fait tout est préfabriqué principalement en Chine et que c'est finalement in fine après assemblé en Chine. Donc une fois qu'on a dit tout ça, c'est difficile de ne pas considérer ça si on veut être compétitif. Maintenant, je pense qu'il y a des réponses à apporter. La partie NZIA est un début de réponse. L'objectif que s'est fixé l'Europe d'avoir 30% dans les appels d'offres, c'est une partie de la réponse. Et pour moi, ce qui est important, j'ai 3 mots-clés dans tout ça, c'est qu'il faut que ce soit fait de manière ciblée, de manière progressive et de manière pragmatique. Bon, vous nous expliquerez chacune de ces 3 entrées un peu plus tard, après notamment qu'on ait entendu Sandrine Meunier et puis Emmanuel Vargon. Sandrine Meunier d'abord. Alors donc évidemment je suis directrice générale de Natran. Alors juste pour vous remettre en perspective, Natran c'est le nouveau nom de GRT Gaz. On a changé de nom au début 2024. On reste malgré tout le principal transporteur de gaz en France. Et c'est pas que cosmétique, Sandrine, ce changement de nom. Merci beaucoup. Tout à fait. Donc l'idée aussi, c'est que demain, on se projette, nous, Natran, comme étant un opérateur référent demain pour transporter les molécules décarbonées qui vont justement servir à décarboner l'industrie. Parce que nous, Natran, on est transporteur de gaz à date et on travaille au quotidien avec les industriels. On a à peu près 700 industriels qui sont connectés à notre réseau, des grands industriels. Et donc, ça représente à peu près 110 TWh de puissance. Pour la puissance de RTE, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 54 TWh. Donc on voit quand même que pour les industriels, la molécule gaz, elle est quand même très importante et stratégique pour pouvoir continuer leur activité. Et donc la question se pose de comment on fait pour accompagner les industriels avec leurs procédés, avec leurs contraintes, pour malgré tout les aider à se décarboner. Et c'est tout l'enjeu sur lequel on se positionne Natran, avec cette perspective qui est de dire il y a des solutions électriques, on ne conteste pas, mais jouons la complémentarité, parce qu'on a des industriels, et quand on discute avec eux, ils nous le disent, on sait très bien qu'ils auront besoin notamment de biométhane, ils auront besoin d'hydrogène, et demain, pour les industries lourdes qui émettent des émissions du CO2 fatales, il faudra aussi qu'on développe cette logistique du CO2. Et ce qui est important, c'est ne mettons pas tous nos œufs dans les mêmes paniers, proposons des bouquets de solutions à nos industriels pour qu'ils puissent rester sur le sol français et continuer à exister avec des vraies solutions de décarbonation. On ne fera pas sans le gaz, en substance. Gaz décarboné, le gaz décarboné, évidemment. Ça allait de soi, mais c'est toujours mieux en le disant, comme je disais tout à l'heure. C'est en substance le premier message que vous vouliez nous adresser. Emmanuel Vargon, pour conclure ce tour de table. Oui, peut-être. Bonjour d'abord, ravi d'être là. En fait, c'est effectivement un dilemme ou un trilemme, ça dépend comment on le pose. Mais la réindustrialisation, qui est un sujet absolument indispensable pour la France et pour l'Europe, c'est beaucoup une question d'énergie pas chère. Ça a été dit, mais je pense qu'il faut vraiment le dire extrêmement clairement. Emeline l'a dit dans sa présentation, et différents intervenants l'ont dit. La réindustrialisation nécessite des intrants énergétiques à des prix abordables, avec une vraie question de différence de prix à l'intérieur de l'Europe, mais aussi surtout une question de différence de prix entre ce qui se passe en Europe, et puis ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Chine. Donc si la question est de là où je suis, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est le rôle du régulateur d'essayer, parmi toutes ces fonctions de régulation,
de créer les conditions pour que les prix de gros et donc les prix de détail, ou les prix de gros et donc les prix finaux pour les industriels, soient les plus bas possibles, et ça nécessite de l'énergie décarbonée abondante, de l'électricité décarbonée abondante et la moins chère possible, et du gaz décarboné abondant et le moins cher possible. Et donc ça mène au point d'Emeline qui est, est-ce que c'est subventionné? C'est-à-dire, est-ce que l'écart entre le coût de production et le prix de vente est subventionné, et à quel moment, jusqu'où c'est soutenable et dans quelles conditions? Ou est-ce qu'en fait on utilise des normes et en fait ça devient une obligation, auquel cas on a un level playing field en Europe, mais comme on ne l'a pas à l'extérieur, on a une difficulté. Et après, la question de la réindustrialisation des filières énergétiques vient rendre le truc encore un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, pour l'instant, les panneaux solaires sont moins chers quand ils sont produits en Chine et importés qu'en Europe. Or, pour des questions de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie, on a besoin. Et puis parce que c'est des investissements massifs, et donc ces subventions qui sont pour l'instant payées par le contribuable, on a quand même tous envie que ça subventionne des productions françaises ou européennes. Et donc là, la question devient quels sont les bons mécanismes de soutien pour réindustrialiser, pour retrouver de la production en France et en Europe. C'est vrai pour les panneaux solaires, c'est vrai pour les éoliennes, c'est vrai pour tous les systèmes de réseau, les câbles, les sous-stations, etc. Parce que ce sont finalement des investissements massifs, et donc les filières elles-mêmes deviennent un élément de réindustrialisation. Et donc c'est cette équation, cet équilibre entre la régulation, les subventions et les normes sur lequel il faut trouver la bonne résultante. Alors, tant qu'on a ce degré de généralité, tout le monde est d'accord. Et c'est quand on rentre dans le détail et dans le contenu que ça devient extrêmement compliqué, entre les prix que la puissance publique est prête à payer pour subventionner, les efforts que la puissance publique est prête à faire pour donner un avantage légitime à des productions françaises et européennes, et ce que le consommateur est prêt à payer. Il se trouve que ce matin, je voyais des équipes d'une entreprise de chimie, et elle me disait, pour l'instant, le consommateur, il n'a pas l'air d'être prêt à payer des produits décarbonés plus chers que des produits carbonés. Et donc, si ce n'est pas le consommateur qui paye, comment est-ce qu'on arrive à internaliser ça? Sinon, il y a aussi un effet d'échelle et un effet de masse. Et donc, on a aussi un sujet d'être en capacité d'avoir des volumes suffisamment importants à l'échelle française et à l'échelle européenne, et une prévision des volumes suffisamment stable pour qu'on puisse programmer cette réindustrialisation au meilleur coût. Olivier Jougny, est-ce qu'il y a des segments industriels où l'Europe et singulièrement la France peut, selon vous, être crédible, et quel est au fond le minimum vital à relocaliser pour garder cette souveraineté qu'évoquait encore à l'instant Emmanuel Vargon, et en même temps assurer une forme de résilience? Je pense qu'il ne faut pas vouloir essayer de tout faire, ça ce serait une erreur. Et comme l'a dit Emeline tout à l'heure, il faut se concentrer sur là où on peut avoir de la valeur ajoutée, là où ça peut être différenciant, là où il y a des enjeux éventuellement de sécurité, même de cybersécurité ou autre. Si je prends quelques exemples, sur la filière solaire, très sincèrement, aujourd'hui, ça me semble compliqué d'aller faire la compétition avec les Chinois sur la partie cellules. Ça c'est à nouveau complètement commoditisé, ils le font moins cher que nous. Il y a éventuellement un endroit qui est possible, c'est l'assemblage final des panneaux, parce que vous pouvez dans ce cas-là créer à la fois, vous créez de l'emploi, vous créez une sécurisation de l'approvisionnement, puis éventuellement vous réduisez l'intensité carbone du panneau, parce que vous évitez un bout du transport qui coûte moins cher, et puis vous avez l'électricité locale utilisée pour faire tout ça, fait que vous gagnez 5 à 10% de l'intensité carbone. Donc ça peut être intelligent, mais on est vraiment sur la fin de la chaîne de valeur. Tout ce qui est en amont me semble assez compliqué. Il y a éventuellement après la partie onduleur, où là on peut se dire il y a des enjeux de cybersécurité, on veut vouloir avoir un peu accès à certains onduleurs. C'était une des questions de ce matin d'ailleurs. Donc ça, effectivement, c'est possible. On peut se dire que pour certaines raisons spécifiques, là on veut être sur cette chaîne de valeur. Après, sur la partie de la filière éolienne, il y a à mon avis 2 endroits où on peut se positionner, parce que là, à nouveau, ça n'est pas encore complètement commoditisé. Il y a tout le volet du repowering. Il va y avoir en Europe pas mal de repowering. On est sur des turbines qui sont plus petites, spécifiques, qui ne sont pas dans les nouveaux catalogues de tous les producteurs d'équipements éoliens. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce volet repowering en créant une filière spécifique repowering, parce qu'il y a tout un tas de contraintes locales, environnementales quand on veut repowering. Ou alors, pour moi, le dernier volet, c'est l'offshore wind. On a un potentiel offshore wind en Europe qui est extrêmement important, que ce soit sur la mer du Nord, sur la Baltique, sur l'ensemble de nos côtes européennes. Et donc, on a aujourd'hui déjà une filière qui est mais qui est en difficulté. Le représentant d'Iberdrola nous le disait ce matin. Qui est en difficulté, mais sur laquelle, si on veut créer quelques champions de l'offshore wind avec des turbines... Aujourd'hui, l'industrie n'a quand même pas encore atterri complètement sur quelle est la taille idéale d'une turbine
En pleine mer, on parle de 15, 20, 22 mégawatts. Enfin, les Chinois veulent aller jusqu'à plus de 20 mégawatts. Si on arrivait à standardiser tout ça et à faire un ou des champions européens de l'offshore wind avec une turbine qui marche bien, qui fonctionne bien sur les... Après, sur la tension dont on a besoin sur les réseaux, dans les différents réseaux européens, il y a peut-être quelque chose à faire et c'est une industrie sur laquelle on peut éventuellement émerger et en faire des champions européens. Mais donc, il faut vraiment choisir ses combats et il ne faut pas vouloir être sur toute la chaîne de valeur. Sandrine Meunier, est-ce qu'il y a une place au cœur de l'Europe pour faire vivre un marché français de l'hydrogène et du CO2 ? Votre réponse est forcément oui, mais voilà, dans quelles conditions et avec potentiellement quelles limites aussi qui se présentent à nous ? Alors, juste avant de parler de l'hydrogène et du CO2, parce qu'évidemment, on pense qu'il y a une place pour notamment développer l'hydrogène, pour, je l'ai dit tout à l'heure, apporter des solutions aux industriels. Mais voilà, c'est vrai je trouve que quand on parle de transition énergétique, on a tendance toujours à avoir une vision très négative des choses. Mais regardons quand même la méthanisation, on en a parlé tout à l'heure avec Olivier Dauger. Voilà une filière qui est une vraie réussite française. Voilà. Et moi, je l'entends on peut s'enorgueillir, dire. Voilà, donc 800 installations en 10 ans. Je ne sais pas si j'ai un petit slide, je ne sais pas si ça fonctionne. On peut a priori, voilà. Si vous appuyez sur le... Donc en presque 10 ans, donc on est arrivé à injecter, à injecter dans les réseaux à peu près 15 TWh donc de biométhane qui sont désormais injectés dans les réseaux de distribution et de transport. Et ça, c'est une production locale avec des agriculteurs et on est vraiment sur une dynamique d'économie circulaire dans les territoires, c'est très important. Donc vous avez raison, quand ça fonctionne, on a tendance à ne plus en parler, mais vous avez raison. Des fortes ambitions aussi pour 2030, l'objectif c'est 44 TWh. Alors évidemment c'est un coût, mais c'est comme toutes les filières, notamment d'électricité renouvelable. Voilà, donc c'est un secteur qui se développe énormément. Donc 44 TWh à l'horizon 2030, ça c'est une vraie ambition. 44 TWh, ça représentera à cet horizon 15 à 20% de la consommation de gaz en 2030. Et c'est aussi l'équivalent en termes de production de 8 réacteurs nucléaires. Voilà, donc ça commence quand même à devenir significatif. Néanmoins, c'est vrai que pour nous, réindustrialiser la France, et de façon générale, quand on parle d'énergie, mais aussi d'énergie décarbonée, c'est très important de regarder les choses à l'échelle européenne. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est bien sûr les sujets de flexibilité, les sujets de disponibilité et de sécurité d'approvisionnement. Parce que quand on parle d'avoir donc finalement un système énergétique, ce qui est très important, c'est qu'on puisse garantir la continuité d'alimentation et bien sûr la compétitivité. Ça veut dire que les deux échelles se confondent d'une certaine manière. Oui, quand on parle de l'une, on parle de l'autre. Évidemment. On a besoin d'interconnecter nos systèmes énergétiques avec le reste de l'Europe de manière à pouvoir avoir de la résilience. Et d'ailleurs, ça a bien fonctionné, notamment pendant la crise ukrainienne. On a réussi avec l'Europe à jouer la solidarité, notamment entre l'élec et le gaz. Et je pense que ça fonctionnera demain aussi sur l'hydrogène et sur le CO2. Et d'ailleurs, sur les projets, je ne sais pas si vous pouvez passer le deuxième slide, mais juste pour dire, sur les projets donc, hydrogène et CO2, évidemment, ce sont des projets à date, mais on a de fortes ambitions et on voit bien que on arrivera à réussir ces projets. C'est des coûts et des investissements importants pour à la fois connecter les pays européens, on le voit ici, connecter l'Espagne avec notamment l'Allemagne via les corridors hydrogène. Ça ne fonctionnera que si on voit cette vision à l'échelle européenne, de manière à avoir des mécanismes de soutien. Mais aussi, ce qui est important dans ces corridors, c'est qu'ils viennent aussi irriguer des hubs industriels français et notamment raccorder l'ensemble de ces réseaux aussi et stockage. Donc on voit stockage égale disponibilité, flexibilité et puis avoir accès à un marché européen, c'est davantage aussi de garantie pour nos industriels de sourcer au meilleur coût cette molécule d'hydrogène. Et finalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est à peu près la même chose sur les hubs CO2 de demain, sur lesquels on essaye sur aussi. lesquels il faut faire venir les industriels. Voilà, exactement. Donc les industriels, on va capter le CO2 chez les industriels et ensuite on essaye d'avoir des points avec des infrastructures où on rassemble finalement les émissions captées pour pouvoir ensuite trouver une solution la plus économique possible d'exutoire pour aller séquestrer ce CO2. En ce moment, il y a des projets à Dunkerque et notamment à Montoire de Bretagne. Effectivement, et on a aussi un peu évoqué ces projets ce matin. Emmanuel Vargon, on peut peut-être développer un point que vous avez déjà esquissé tout à l'heure en évoquant les coûts. Comment est-ce qu'on peut relocaliser et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la relocalisation sans créer ce mur de coûts? Comment aussi est-ce qu'on joue avec cette injonction paradoxale de la temporalité? Les besoins climatiques et les besoins industriels, ils sont immédiats.
là, et en même temps relocaliser, ça prend du temps, on le sait. On a quand même un cadre européen qui est en train de se mettre en place, qui est le fameux cadre NZIA, qui nous permet de poser dans les mécanismes de commande publique, à travers les appels d'offres, des obligations qui permettent de remettre à niveau la compétition entre les panneaux issus notamment de Chine ou les matériels issus de Chine et les matériels qui pourraient être européens. Ça nécessite qu'on ait une vision à peu près claire des volumes appelés dans les grandes grosses mailles en France et en Europe. Donc ça nécessite quand même, c'est pour ça que la planification est nécessaire. Quel que soit le niveau auquel on atterrit en planification, la planification est nécessaire parce que ce n'est pas possible de demander à des investisseurs de se lancer et de monter un système de ce type. Sinon, c'est vraiment la poule et l'œuf, c'est-à-dire les investisseurs vont attendre NZIA pour pouvoir démarrer leurs investissements dans des sites de production en France et en Europe. Et inversement, on ne va pas pouvoir mettre en place NZIA tant qu'il n'y a pas une offre qui permet de remplir les critères, sinon les appels d'offres vont devenir infructueux. L'une des difficultés, c'est effectivement de se concentrer là où il y a le plus de valeur ajoutée et là où il y a le plus de valeur créée possible, parce que sinon on se retrouve avec un renchérissement des prix qu'on peut peut-être assumer, mais qui n'est pas forcément très facile à assumer en période de difficultés budgétaires. Donc c'est aussi cet équilibre qu'il faut trouver entre la valeur produite localement, qui a une énorme valeur, que ce soit pour le biométhane et tout le rôle qu'il a d'irrigation du territoire français, ou toutes les différentes usines qui s'implantent, mais inversement, un coût de rachat qui devient un peu plus élevé, ou nettement plus élevé, ça dépend des sujets, et qui doit être assumé. Après, il y a un sujet sur lequel nous, on essaye de travailler, mais on n'est pas encore tout à fait prêt, donc on reviendra avec des données plus précises, qui est le bouclage économique de tout ça, le bouclage macroéconomique de tout ça, qui me paraît être un sujet intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, on investit dans le soutien d'une production renouvelable ou décarbonée. Cet investissement a un coût qui peut éventuellement évoluer à la fois en fonction des volumes, des prix de marché et des stratégies de réindustrialisation. De l'autre, ça produit de l'électricité ou de l'énergie abondante. Et en tout cas, en électricité, cette électricité abondante a une pression négative à la baisse sur les prix. C'est-à-dire, dans un marché qui est un marché d'offre et de demande, quand l'offre est abondante, on a des prix qui sont bas. Alors, ils ne sont pas bas tout le temps, ils sont bas à certains moments de la journée, ils sont parfois négatifs. Et on a des mécanismes pour essayer d'éviter la production de moments de prix négatifs. Mais in fine, tout ceci modère les prix et concourt à la réindustrialisation générale. C'est-à-dire pas la réindustrialisation des filières dont on parle, des filières ENR, mais la réindustrialisation du pays. Et donc, il y a une espèce de grande balance à faire entre l'investissement public sous-jacent et la valeur économique créée. Et ça, je pense que c'est une manière intéressante de prendre le sujet. Donc, je n'ai pas du tout de scoop parce qu'on est en train d'y travailler. Et donc, quand on sera prêt, on reviendra avec des données. On aime bien essayer de mettre des données dans la discussion quand on peut. Mais je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est aussi un investissement. C'est-à-dire, c'est un investissement pour les filières, c'est un investissement pour la souveraineté, c'est un investissement pour notre capacité à prendre en main notre destin, mais c'est aussi un investissement in fine qui concourt à ce qu'on dépende moins d'un équilibre offre-demande qui lui-même est dicté un peu plus par l'extérieur et qui est potentiellement plus contraint. Et donc, sous cet angle-là, on doit aussi pouvoir trouver un optimum. Régis Castagnier, une filière du numérique vert en France, à l'échelle de l'Europe, filière costaude, vous y croyez encore ? Oui, j'y crois. Et quelque part, je vais revenir sur ce que vous disiez, faire un petit cocorico pour la France. Aujourd'hui, quand on parle d'électro-intensif, et a fortiori dans cette grande bataille du numérique, et principalement de l'intelligence artificielle, l'énergie est vraiment devenue le nerf de la guerre. Or, en France, on est un des pays européens, si ce n'est le pays européen, qui a l'énergie la plus décarbonée, l'énergie la plus abondante, l'énergie la plus stable, avec, entre autres, RTE, et à un prix qui est extrêmement compétitif. Donc, si on regarde ce nerf de la guerre, en fin de compte, on a tous les atouts en France. Donc, en apparence, tout va bien. Pardon ? En apparence, tout va bien. Donc, sur le papier, effectivement, tout va bien. Ouais. Et puis après, on a des industriels, et bon, je représente également cette filière, qui sont très investis dans ces sujets d'énergie renouvelable. Equinix, par exemple, a signé 7 PPA éoliens, et toute l'énergie qu'on consomme en France est produite par ces fermes éoliennes qui sont en production en France. Donc on est capable, en tant qu'industriel, d'être très exemplaire. Mais comme vous le disiez très justement, on se projette sur des horizons qui sont effectivement des horizons assez lointains. Le business plan d'un data center, c'est sur 30 ans. Et pour se projeter sur ces horizons lointains, on a besoin d'un cadre réglementaire qui soit stable
et un cadre qui nous permette, dans l'avenir, d'être capable de prédire nos coûts. Et c'est là où, effectivement, on a encore beaucoup de travail à faire. Et je ne dis pas nous juste en Europe, en France, d'une manière générale en Europe, pour fournir cette stabilité, être capable de capitaliser sur les avantages que nous avons sur cette complémentarité entre la filière énergie et les industriels très consommateurs. Quand on a préparé l'entretien ensemble, vous me disiez, certains clients aujourd'hui me disent t'es gentil Régis, mais moi je ne viens pas chez toi parce que la France, elle avance trop lentement. C'est une réalité, ça, aujourd'hui? C'est un vrai retour? Alors j'ai deux typologies de clients. Ouais. J'ai ceux quand ils viennent en Europe, et en particulier les Asiatiques et les Américains, qui viennent spécifiquement en France du fait de la qualité de notre énergie. Donc ça c'est vraiment un élément qui est vraiment un élément différenciateur. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas se leurrer, quand vous voulez de l'énergie décarbonée, vous allez soit en France, soit dans les pays nordiques. Et si vous voulez quand même servir les marchés européens en étant vraiment au cœur de ces marchés européens, c'est quand même la France qui tient la corde. Donc d'un côté, ils me disent, je viens en France parce qu'on a ce cadre-là. Je ne ferai certainement pas de politique aujourd'hui, mais après, on se tire une balle dans le pied en permanence en étant incapable de mettre en valeur ces atouts parce que justement, on manque de stabilité sur l'avenir. Emmeline, une réaction rapide ou un peu moins rapide, si vous avez envie de développer, suite à ces différentes prises de parole. C'est toujours intéressant d'aller chercher évidemment le regard de la représentante d'un groupe de réflexion qui travaille à l'échelon européen, parce qu'il y a toujours à apprendre de ce qui se passe à nos frontières, surtout si les deux échelons se confondent. On a évoqué indifféremment la France et l'Europe. Votre regard? Moi, j'avais envie de réagir sur notamment ce qu'a dit Olivier, en essayant de regarder un petit peu sur les filières, ce qu'on peut faire. Et voilà, vous aviez un diagnostic un peu pessimiste sur le solaire, parce qu'effectivement, on est dans une situation où il y a... Alors en plus, il y a d'énormes surcapacités chinoises, énormes. C'est un produit, finalement, c'est une technologie de masse maintenant. Et après tout, si je veux être un petit peu provocant, je dirais, mais pourquoi pas profiter de ces prix très bas et que d'autres subventionnent notre transition énergétique. Mais en revanche, il y a d'autres filières. Soyons opportunistes. Il y a aussi des opportunités là-dedans. Après, et je ne suis pas en train d'opposer les filières contre les autres, mais je pense que c'est utile de regarder aussi le clean tech en général, donc pas seulement les filières renouvelables, mais les autres technologies de la transition énergétique. Et alors il y a une filière que je trouve intéressante, on l'a beaucoup regardé l'année dernière, c'est le marché des pompes à chaleur. Voilà une technologie qui est donc une technologie d'avenir, une technologie propre, un marché qui est encore dominé par des producteurs européens, un savoir-faire européen. C'est quand même une technologie un petit peu complexe. Alors les Chinois sont en train de monter leur courbe d'apprentissage et les importations chinoises ont fortement augmenté. Je crois qu'elles ont été multipliées par 6 en 4 ans, entre 18 et 22, je n'ai pas les tout derniers chiffres, mais ça reste une petite part du marché pour l'instant. On est typiquement à un moment où on peut essayer d'éviter ce qu'on a un peu vu en partie sur le secteur automobile, et qui est en fait, on peut éviter que les producteurs européens se fassent distancer quelque part en termes d'économie d'échelle et de montée à l'échelle sur les technologies de demain par les producteurs chinois. Et donc, c'est vraiment une filière où il y a encore des opportunités. Parce et si on agit maintenant avec des politiques résolues, parce qu'une fois qu'on se fait distancer, c'est plus possible de garder un leadership européen. Possible de récupérer le retard. Voilà. Parlons levier, parlons outils. Si demain il s'agit de structurer une filière nationale, européenne, des technologies renouvelables, vous devriez, si vous deviez choisir un instrument, un moyen prioritaire, vous choisiriez lequel, au-delà de tout ce qui a déjà été dit, vous choisiriez de vous appuyer sur quel levier? Ah, je vois Sandrine qui déclenche. Alors c'est vrai que en tant qu'opérateur d'infrastructure, on a parlé, mais ce qui est important, si on veut réussir la transition énergétique, c'est bien sûr d'avoir de la visibilité et de la stabilité. Ce sera les deux mots-clés de la journée, voilà, parce que finalement, on est sur des gros investissements, à la fois pour les opérateurs, à la fois pour les industriels, parce que c'est le sujet. Donc c'est très important d'avoir de la visibilité et de rester, une fois qu'on est parti dans une direction, de rester dans cette direction.
Et ce qui me semble aussi important, c'est que pour les industriels notamment, il faut aller vers une transition énergétique incitative et pas punitive. Il faut qu'on accompagne aussi davantage, probablement encore, les industriels pour qu'ils puissent utiliser davantage tous les bouquets de solutions qu'on leur propose et de manière à ce qu'ils en cliquent beaucoup plus facilement peut-être à cette question de décarbonation de leurs usages sans que ça devienne des investissements à des hauteurs de milliards d'euros, parce que c'est ce qui se passe actuellement et sur lesquels finalement ils sont plus ou moins obligés de renoncer. Donc donner envie, montrer les bénéfices, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis peut-être, donc, je pense que c'est évidemment, il y a l'électrification, et ça c'est clair, mais je l'ai dit, c'est le bouquet de solutions. Il faut regarder chaque solution, essayer de l'optimiser, ne pas opposer les solutions entre elles. Ça c'est très important, aller chercher l'optimum. Voilà, c'est un peu peut-être cas par cas en fonction de filière, mais je pense qu'on est capable de faire ça. Et puis après aussi, il faut anticiper les infrastructures, parce que les infrastructures, c'est ce qui permet aussi d'avoir une vision, de connecter les producteurs et les consommateurs, d'avoir accès à d'autres marchés dans les interconnexions. Pour l'élec aussi. Mais là, pour le coup, vous êtes pas mal finalement, parce que les infrastructures, elles sont prêtes. Oui, elles sont prêtes, mais maintenant, il nous faut les mécanismes pour déclencher les investissements, parce que c'est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des investissements très lourds. Donc on va bientôt avoir un cadre régulatoire, mais c'est aussi quel type de mécanisme de garantie d'État pour faire en sorte que ces infrastructures voient le jour. Voilà. Olivier Jouni, quel rôle un grand groupe comme Total Energy peut jouer pour soutenir l'émergence de ces filières relocalisées sur lesquelles vous misez, puisque vous nous l'avez expliqué tout à l'heure? Non, mais dans les leviers, peut-être deux idées. La première, c'est peut-être promouvoir un peu plus l'arrivée d'investissements avec des capitaux étrangers. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire, il ne faut pas qu'on réinvente la roue sur des choses qui ont déjà été faites. Donc même les Chinois, on pourrait avoir peur des Chinois, mais éventuellement faire des co-entreprises européo-chinoises et autoriser ces apports de capitaux étrangers pour après assurer des transferts de compétences et puis finalement sécuriser un bout de l'approvisionnement. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait et je sais qu'il y a des filières sur le solaire en France. Il y a des acteurs chinois qui essayent de rentrer sur le marché en faisant des co-entreprises. Donc ça, c'est une première idée. La deuxième idée, nous, qu'on aime bien, c'est la subvention à l'investissement. Quand vous êtes un producteur de renouvelables, vous pouvez subventionner ou sur l'amont ou sur l'aval. Alors sur l'aval, c'est ce qu'on connaît beaucoup en Europe, il y a le système des CFD. Le problème des CFD, c'est que, et Emmanuel Vargon le sait bien, c'est que pour le budget de l'État, il y a un petit côté incertain, puisque l'État vous compense la différence entre un prix déterminé puis un prix de marché. Donc il y a un petit côté loterie. Quand vous avez une subvention à l'investissement, et vous prenez le modèle qui existe aux États-Unis avec l'IRA et ce qu'on appelle l'ITC, l'Investment Tax Credit, si vous avez une subvention à l'investissement, l'avantage c'est que le montant est connu pour l'État, c'est assez vertueux puisque c'est un crédit d'impôt, donc ça ne marche que si vous gagnez de l'argent. Et puis finalement, chacun prend son risque. L'État définit un montant X qu'il est prêt à vous subventionner, et puis après, à chacun de jouer la partie et puis de récupérer les upsides comme les downsides. Donc fondamentalement, la subvention à l'investissement est un modèle qui, je trouve, a pas mal de mérite. Et un levier à ne pas perdre de vue qui vous semble peut-être prometteur. Emmanuel Vargon ? Oui, peut-être pour décentrer un peu le sujet, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'intéresse à la demande aussi. À la demande ça a été dit aussi ce matin, vous avez raison. J'imagine que ça a été dit à nombreuses reprises parce que c'est une des clés, mais c'est vrai également bien, pour la répétition, c'est la pédagogie aussi. Emeline parlait des pompes à chaleur. Indépendamment de savoir qui produit les pompes à chaleur, on a aussi une question de savoir comment est-ce qu'on soutient la demande en pompes à chaleur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on soutient la demande à l'électrification des usages. C'est vrai pour les pompes à chaleur, c'est vrai pour la voiture électrique, c'est vrai pour en fait beaucoup des grands outils de la transition écologique. Et c'est un peu en amont de tout le reste. Alors, les data centers, il n'y a pas vraiment besoin de soutenir la demande parce que la demande elle est plutôt exponentielle. Les besoins sont énormes dans les industries du numérique au sens large. Mais il y a des secteurs dans lesquels les investissements ont du mal à se déclencher, y compris des investissements de réindustrialisation, industrie en général, et du coup les investissements dans les filières des énergies renouvelables, parce qu'on ne sait pas si la demande sera au rendez-vous. Et ça a d'ailleurs aussi un impact sur les prix, parce que c'est vrai qu'en France et en Europe, en tout cas en France, on soutient beaucoup en CFD, avec une volatilité des prix qui est forte. Si la demande est là, on aura aussi une volatilité des prix qui sera moins forte. Donc, le soutien à la demande, ce n'est pas une politique extérieure à tout ça, ce n'est pas un autre sujet, c'est pas, et en plus, une fois qu'on a réussi à soutenir les énergies renouvelables et à investir dans la réindustrialisation, c'est in fine la clé ou le déclencheur
C'est un du moyen de fait donner que confiance. la réindustrialisation va se produire, que du coup les filières auront besoin d'être là pour accompagner ou être en amont de cette réindustrialisation, et que tout ce système se financera. Donc je pense que dans cette période où il faut faire des choix budgétaires, pas facile, la partie soutien à la demande ne doit pas être ignorée parce qu'en fait elle est clé. Et elle est clé, elle est intimement connectée au reste. Régis Castagnier, un levier. Peut-être un autre aspect de cette demande, bien, c'est tout simplement la demande du marché. L'intelligence artificielle qui est basée quelque part sur les data centers ne sera à terme acceptable d'une manière générale qu'à partir du moment où cette industrie sera vertueuse et donc respectueuse de la planète. Et quand je regarde aujourd'hui les appels d'offres que je reçois, le strict minimum dans la notation de ces appels d'offres pour les aspects énergie renouvelable, c'est 20%. Donc il y a quand même un très fort incentive qui est lié à la demande de nos clients pour qu'on présente des bilans, des engagements en matière d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, une des raisons du succès d'une manière générale de la filière en France, et puis peut-être plus particulièrement bien sûr pour ma propre maison, c'est que ces engagements-là, on les porte depuis très longtemps, on les porte de manière assez exemplaire avec ce sujet par exemple des PPA éoliens. On vient d'investir dans une start-up française, on n'en a pas encore parlé, mais le SMR pour nous est vu également comme étant un sujet d'avenir, et on vient d'investir en France sur une start-up qui s'appelle Stellaria, à suivre de près. Je pense qu'ils ont un très très joli potentiel. Donc cette filière est réellement engagée sur ces sujets de transition. Donc la demande, en fin de compte, nous aide énormément. Emeline Speer. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression que je me suis concertée avec Emmanuel Vargon, mais j'avais noté visibilité sur la demande des technologies concernées également. Alors, pour enfoncer le clou, je prends l'exemple des batteries, mais on a donc de grandes ambitions en Europe sur les batteries, et c'est bien, donc dans le plan pour l'automobile de la Commission européenne, en termes de recyclage, etc., c'est formidable. Mais une des leçons de la faillite de Northvolt, c'est quand même que le marché, la demande de véhicules électriques n'était pas au rendez-vous. Et voilà, donc c'est bien de parler de réindustrialisation et de filière, mais le prérequis, c'est vraiment la visibilité sur la demande. Donc ça commence par une cible 2040, c'est pas mal. Une PPE, c'est pas mal. Et puis effectivement, une politique résolue d'électrification des usages. Des questions sur comment on va faire la décarbonation, il y en a plein. Sur les 10 derniers pourcents, comment on va vraiment décarboner, est-ce que l'hydrogène sera au rendez-vous en termes de prix, en termes de quantité. Honnêtement, sur l'électrification des usages finaux, il commence à y avoir vraiment suffisamment consensus. Et donc, j'ai parlé de la chaleur industrielle tout à l'heure, mais pour ce qui est mobilité, bâtiment, ça commence par mettre en œuvre l'extension du marché du carbone à la mobilité et au bâtiment, qu'il faut évidemment transposer. Donc, pour ça, il faut un Parlement, mais ça, c'est absolument crucial, et utiliser les revenus de cette ETS2 pour faire en sorte que les solutions de mobilité propre et de chauffage décarboné soient facilement accessibles et accessibles dans tous les sens du terme, disponibles et abordables pour les consommateurs. Ça, c'est vraiment, je crois, une des premières choses à faire. Vous regardez avec attention ce que font les autres pays européens en la matière. Est-ce qu'il y a de quoi s'inspirer Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer, des bonnes ou des mauvaises expériences de nos voisins, peut-être en matière de soutien de la demande, puisque vous êtes deux, au moins, sinon 5 autour de la table, à estimer que c'est crucial. Alors, il y a peut-être un point sur lequel, alors je pense que la France n'est pas parmi les plus mauvais élèves, mais elle peut quand même faire mieux, c'est le rééquilibrage de la fiscalité entre le gaz et l'électricité. Donc, aujourd'hui encore, voilà, il y a matière à aligner les incitations sur ce plan-là. Donc, pourquoi pas utiliser une partie des futurs revenus de l'ETS2 pour effectivement baisser les taxes sur l'électricité et rendre les solutions électriques plus attractives. Ça, c'est quelque chose, il y a vraiment une grande différence de pratique dans les pays européens. Mais c'est sûr que le business case, quelque part, de l'électrification dépend fortement de ça.
Et voilà, il y a encore des efforts à faire. Et il y a encore une marge de progression si on veut regarder le verre à moitié plein. Il nous reste 7 minutes pour conclure cette table ronde et prendre peut-être l'une ou l'autre question. Donc j'ai envie finalement de vous ramener à l'intitulé initial de notre discussion, réindustrialisation et transition énergétique. Évidemment, on n'est pas au bout de l'échange qu'on aurait pu avoir si on avait eu plus de temps. Mais du coup, en substance, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai entendu que dans votre esprit, c'était compatible, mais c'était compatible si. Complétez la phrase, réindustrialisation et transition énergétique, pour vous, pour chacun d'entre vous, c'est compatible si. Olivier Jauny. Oui, compatible si, je crois que ça a été dit, c'est à la fois visibilité et stabilité, ça me semble super important, c'est vraiment 2 mots-clés. À la fin, je pense que c'est une histoire de transformer ce qui peut apparaître comme une contrainte ou une quadrature du cercle en opportunité. Il y a vraiment des vraies opportunités derrière tout ça, et si on y arrive, je pense qu'on sera grand gagnant de cette histoire. Il y a un certain nombre de mécanismes qui commencent à se mettre en place. On voit une trame, le NZDA, comme on le disait tout à l'heure, est un début de réponse. Je reste convaincu que pour faire tout ça proprement, c'était les 3 mots que je disais au début, il faut faire ça de manière ciblée, progressive et pragmatique. Si on fait ça de cette façon-là, ça marchera, avec peut-être, à mon avis, juste 2 points d'attention. Il faut qu'on fasse attention à ne pas faire de surrégulation. La régulation est importante, mais la surrégulation pourrait être dangereuse. Et puis le deuxième point d'attention pour moi, ça a été dit, c'est l'équilibre économique de tout ça. Il faut faire en sorte que les subventions étatiques, elles soient contrôlées et puis qu'elles ne soient pas pérennes, mais qu'elles s'atténuent dans le temps, puisqu'à la fin, il faudra que ce système-là soit à grid parity et que tout ça puisse s'autofinancer tout seul. Donc oui, il faut amorcer la pompe, mais il faut faire en sorte que ça se fasse mais il y a aussi des points de vigilance. En biseau, progressivement. On l'entend. Qui veut s'exprimer derrière ? Emmanuelle Vargon ? Ouais. Oui, optimisation et partage équitable. Optimisation, je pense qu'on a encore des marges d'optimisation du système, c'est-à-dire pas seulement optimiser chaque brique du système, mais optimiser le système en lui-même, dans les interfaces entre la production et le réseau, dans les interfaces entre la production, le réseau et la fourniture, dans la flexibilité, dans l'usage des différentes technologies les unes par rapport aux autres, les technologies les plus matures versus les autres. Donc je pense qu'on a encore des marges générales pour concilier transition et réindustrialisation dans une énorme optimisation du système. Et le deuxième, c'est partage équitable. Pour l'instant, c'est quand même plus cher. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est quand même plus cher de faire la transition écologique et énergétique et la réindustrialisation en allant vers la décarbonation. On espère qu'on est en biseau et donc on aura une économie d'échelle et que cette optimisation permettra vraiment d'arriver à des prix compétitifs et donc à un système qui s'auto-équilibre. En attendant, la question délicate, c'est le partage entre la subvention, donc le contribuable, quels que soient les mécanismes, et le consommateur, potentiellement prêt à payer un peu plus cher sous certaines conditions. Régis Castagnier, transition et réindustrialisation compatibles si, en résumé. Si, un peu comme le disait Emmanuelle Vargon, si effectivement on se positionne dans le cadre d'une compétition globale, où, sans enfoncer de porte ouverte, l'Europe et la France en particulier ont perdu les guerres de l'Internet, les guerres du cloud, a une position aujourd'hui de challenger plutôt très honorable sur l'intelligence artificielle. Mais quand on voit aujourd'hui le time to market pour construire un data center en France et alimenter ce data center en France versus ce qui peut se faire aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, malheureusement, une grande partie de la production de ces données est en train de se positionner sur ces 2 pays. Et donc, il est vraiment pour moi, et je pense pour l'industrie et pour la réindustrialisation de la France, urgentissime d'attirer ces investissements en France, parce que je pense qu'on est capable de le faire de manière beaucoup plus responsable et raisonnable que beaucoup d'autres de nos compétiteurs, et en particulier mes camarades américains. Vous ne leur dites pas c'est mon board, donc je ne veux pas me faire virer demain, mais que mes camarades américains et chinois. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Sandrine Meunier, il faut donner envie. Donc oui, voilà, donc, vos recommandations et peut-être vos points de vigilance pour rendre compatible réindustrialisation et transition. Alors, donc, je partage vraiment ce qui a été dit auparavant, et notamment ce qu'a dit Emmanuelle Vargon. Ce qui est très important, c'est qu'on réussisse à construire ensemble une
une planification coordonnée entre les différents vecteurs, hein, l'électricité, le gaz, l'hydrogène. On sait qu'il y a des pistes d'optimisation à réfléchir ensemble. Donc, c'est important, quand on parle de la compétitivité et de la réussite de la transition énergétique, on mette toutes les chances de notre côté en travaillant davantage ensemble. Et parce que quand on parle d'électricité, il y a la question d'électricité renouvelable, il y a la question de l'intermittence. Donc, c'est vrai que la stockabilité, la flexibilité apportée des molécules, elle ne doit pas être négligée pour autant. Et je pense que c'est un véritable intérêt de voir ça de façon globale. Et d'aborder voilà, les défis qui sont les nôtres. Emmeline, vous avez ouvert cette table ronde. Je vous propose de la conclure avec l'un ou l'autre enseignement ou envie de recommandation, si vous le souhaitez. Je voulais aussi répondre à la question du si. Et, je dirais aussi à l'écoute des débats de ce matin, si l'électrification, plutôt qu'être vue comme une variable qu'on doit prévoir, est vraiment positionnée comme un objectif stratégique de la politique publique. Et donc un volontarisme sur l'électrification et donc sur le fait d'avoir une électricité décarbonée, abondante et abordable. Voilà. Et on a cité tout à l'heure, c'est juste un point d'actualité, mais qui peut être intéressant pour vous, les quelques études qui vous ont permis de nourrir le point de vue qui a ouvert la table ronde. Il y a un policy brief qui va sortir ou qui est tout juste sorti, vous allez nous le dire, Emmeline, sur la sécurité énergétique. Intéressant, je pense qu'on sort la semaine prochaine, mais tout simplement on essaie de voir comment la notion de sécurité énergétique doit être définie dans les nouveaux systèmes énergétiques qui sont différents des anciens. Bon ben voilà, si les études ou les policy briefs de Agora Energy Wind vous intéressent, n'hésitez pas, ils sont publics, ils sont disponibles sur le site internet de ce groupe de réflexion bien connu des acteurs du secteur de l'énergie. Et Olivier, avons-nous des questions ? Alors, nous avons des questions, mais on va pas les prendre. Plus de temps. Vous nous excusez parce que le temps avance et on a la table ronde avec les parlementaires à suivre. On est presque frustrés du coup. Bon, n'hésitez pas alors à aller voir nos 5 intervenants tout à l'heure, peut-être à la fin de la journée. Vous restez avec nous. On peut aller vous interpeller, vous tapoter sur l'épaule. Bon, pour certains, oui, peut-être pour d'autres, non. Oh, vous les connaissez, si vous avez envie de les interpeller, vous savez où ils habitent. Merci infiniment. C'était passionnant de vous entendre. Échangez vos vues sur cette question importante.